Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et ce soir je suis entouré de Réa et de Pop. Bonsoir messieurs. Salut. On continue notre petit tour de preview et aujourd'hui nous allons parler de la division Sud-Ouest qui était une des moins compétitives l'année dernière dans NBA et qui était la moins compétitive de l'Ouest en tout cas assez largement. Puisqu'il n'y a pas les trois grosses teams de la Nord-Ouest ni la densité de la Pacifique. Du coup, les premières équipes qu'on va aborder étaient plutôt mauvaises, mais il y a quand même des beaux motifs d'espoir pour pas mal de franchises pour faire beaucoup mieux cette saison. C'est quand même une division avec beaucoup de potentiel et beaucoup de jeunes teams qui ne demandent qu'à progresser. Et en parlant du coup de jeunes teams qui ne demandent qu'à progresser, bah, la première équipe, qui était une des pires équipes de la saison de l'an dernier, c'était bien évidemment les San Antonio Spurs de Wemby. Donc 22 victoires pour 60 défaites. Une saison de tanking de toute façon qui était prévue et un peu assumée. Et quelques petits moves cet été, on sent qu'on a quand même envie de passer un petit palier puisqu'on fait venir plus de deux vétérans, Harrison Barnes et Chris Paul. Donc voilà, on cherche à encadrer la jeunesse de l'effectif puisque bah, Vassell, Keldon, Bi, Trey Jones, tout ça, ça reste Sochan, ça reste assez jeune. Et on a drafté Stephen Castle aussi à la draft. Donc voilà, la vraie question, je vais te dire, c'est, bah, je crois que c'est un peu la question que j'avais posée pour je ne sais plus quelle équipe, mais quel est un peu le ceiling, qu'est-ce qu'on attend de cette franchise aujourd'hui pour cette saison? Est-ce qu'on souhaite, parce que l'idéal, entre guillemets, ce serait d'avoir le first pick de nouveau, etc., dans une optique de tanking, mais voilà, quand on développe des joueurs et une franchise, c'est pas vraiment qu'on veut. L'effectif va être trop court pour le play-in a priori, mais à quel point Wemby, à lui tout seul, déjà peut être un one-man show et porter sa franchise très haut, parce que concrètement, bah, il a le potentiel, il a un peu le style de joueur qui peut te faire gagner 15-20 matchs, peut-être des fois à lui tout seul, quoi. Ouais, sur les Spurs, je pense que c'est un peu contre-intuitif, l'idée que... Moi, j'ai cette idée que la progression sera pas celle qu'on attend, quoi. C'est un peu contre-intuitif. Pourquoi? Parce que on a toujours un joueur qui va devenir ultra dominant, et surtout, on l'entoure d'un meneur qui, a priori, complète plutôt bien ce dont il a besoin, un bon passeur de lob. Enfin, quand bien même, à mon avis, le meneur idoine à côté de Wembanyama, c'est plutôt un mec qui pousse la balle en transition, quoi. Parce que Paul n'est pas du tout, mais au moins sur demi-terrain, c'est plus ou moins le passeur parfait. Mais toujours est-il que la marche à gravir me semble immense, ne serait-ce que pour être une équipe à 35 victoires, disons 30-35 victoires, ça me semble impossible, parce que tout simplement parce que la marche est immense. La marche est Ah, immense, rien qu'entre l'Ouest et leur division. exactement. Et en fait, toutes les équipes dont on va parler après, a priori, il y a quatre équipes dans la division, on n'en aura pas quatre en playoff, sans doute pas quatre en play-in non plus. C'est des équipes qui aujourd'hui ont des certitudes tout autres. Bah, oui, assez certainement. Moi j'ai juste peur que cette équipe se retrouve un peu trop, et se retrouve coincée un peu dans un entre-deux, parce qu'en soi l'effectif aujourd'hui, il est pas lock, mais Vassell tu vas le garder un moment, Keldon tu l'as quand même encore 3 ans, je pense pas que tu as envie de t'en séparer, et même des Barnes et des Zach Collins sont quand même des contrats mid to high sur 2 ans, donc on a l'impression que le corps un peu on va dire de ce groupe est lock on va dire 2 ans au moins, un an et demi jusqu'à la prochaine deadline et qu'il est bah, assez moyen. Mais j'ai juste peur que le step au-dessus pour eux paraît d'être d'ajouter bah, du talent, vraiment du gros talent. On sait qu'il arrivera pas via la free agency. Est-ce qu'il arrivera par trade? C'est historiquement en tout cas pas trop le genre de la maison quand même. Et est-ce qu'il arrivera par la draft dans ce cas-là? Ben oui, mais si tu gagnes trop de matchs, tout de suite c'est un petit peu compliqué. C'est certes pas un roster play-in. En fait, tant que Wemby est là, ben ce roster est trop fort pour être un des pires de la ligue. Je veux dire, il a eu un peu de mal à débuter la saison, 22 matchs, 22 victoires, etc. Mais il n'a pas beaucoup joué. On se doute bien qu'il y a un step dans sa progression individuelle qui va être passé en tant que joueur, qui va jouer plus de minutes. S'il évite juste les blessures, enfin, c'est terrifiant ce qu'il va poser dans une équipe qui va pas être terrible. Sachant que bah, ajouter des vétérans, c'est toujours la problématique. C'est certes, tu ajoutes des joueurs qui sont là pour encadrer ton effectif, mais tu ajoutes des joueurs bah, qui upgrade un peu ton effectif. Chris Paul, on va dire, je suis un peu moins certain, même si c'est un excellent attaquant, mais bon, 39 ans, on peut peut-être s'attendre à une saison très compliquée. Mais Harrison Barnes, par exemple, bah, il a que 32 ans, c'est un joueur dont on connaît les qualités et les défauts, et c'est un joueur relativement solide dans une équipe NBA aujourd'hui. 30 wins, ça peut peut-être paraître un peu haut, mais en fait, je suis pas surpris, moi, s'il les passe. Pas de Ouais, beaucoup,
Le Mais problème, c'est que c'est l'Ouest et que 30 wins, ça peut te donner une place de 13e. Hein, donc, ouais, mais ça va te ce placer. qui, quelque part, les arrangerait. Ouais, mais tu vois, si t'es 13e à l'ouest, sachant que 30 wins, tu risques d'avoir peut-être 3, peut-être 4 équipes. Ouais, 4 c'est peut-être beaucoup, mais au moins 3 équipes à l'est qui vont être en dessous. Ben, en fait, tu te retrouves vite avec en étant 6e, 7e à l'arrivée de la draft, quoi. Alors maintenant, la draft, c'est toujours un peu la roulette, etc. Mais je pense que pour une équipe comme San Antonio, ben, l'objectif, c'est d'accumuler le plus d'assets, le plus de gros talents possible très rapidement avant d'essayer de passer un step. Parce que Oui, oui. c'est compliqué sinon. Après, là-dessus, ce qui est, alors, je sais que comme tu dis, historiquement, c'est pas trop le truc de la maison de trade, mais il y a quand même pas mal de contrats qui ont une bonne gueule de contrats tradables et que t'accompagnes d'un pic ou donc moi je pense que je sais pas exactement ce qu'ils cherchent à faire cette année, si c'est juste à faire progresser tout le monde et va profiter d'un Chris Paul qui apprend le métier à Castle et de l'expérience d'Harrison Barnes, justement pareil pour les ailiers. Parce que même si les ailiers des Spurs sont pas non plus aussi jeunes qu'un Wemby ou qu'un Castle, mais je sais pas, je pense que c'est l'an prochain, de toute manière, ils seront obligés de bouger. Je pense alors peut-être ça dépendra de leur place, fin de saison et pas de leur place, du nombre de victoires, du pic qu'ils choperont. Parce qu'on t'as un pic 3 parce que t'as chaté ou parce que t'es vraiment mauvais, et un pic 10 parce que t'as vraiment pas eu de bol, t'étais pas bon, mais t'as plein d'équipes devant toi façon Pistons. Ça change tout. Mais je t'avoue, je sais pas tout à fait où ils vont aller. Au niveau des joueurs, je sais quoi attendre. Je sais qu'un Wembayama, je pense qu'il a posé des grosses stats cette saison, comme tu disais. Castle, faut le développer. Mais tu vois, je les vois pas bouger cette année, donc pas clair ce qu'ils ont besoin. Mais par contre, est-ce que comme je disais, dans tous les cas, je pense qu'il y aura un move soit cette année, soit l'an prochain. Quand ils estimeront qu'il faut passer à la vitesse supérieure, et qu'ils vont garder Wemby, ils vont garder Vassell, ils vont garder Seul, et que tout le reste peut partir contre plus de talent. Tu vois, genre, pourquoi pas mettre Sohan dans un trade avec, je sais pas, Keldon Johnson et un ou deux pics. Mais je vois pas contre qui là tout de suite maintenant. Mais pour moi, ils vont être obligés de le faire parce que justement, de toute façon, Wemby est tellement générationnel et c'est pas comme quand ils ont récupéré Tim Duncan où il y avait déjà un gros effectif. Là, il faut le construire, c'est un peu différent. Donc, Ouais, ouais, ça c'est complètement. Ah, après, euh, je sais que les. après, je voudrais Oui. juste vérifier un truc, c'est les pics des Spurs. Avant de dire une bêtise. Après, moi j'ai envie de dire le point d'interrogation cette année, je pense que c'est Vassell. Ils ont, je sais que là il y a des reports qui sont ressortis comme quoi apparemment ils sont en bonne santé, etc. Mais il y a eu visiblement il a une blessure bizarre au pied. Euh, Enfin une blessure qu'on voit très rarement dans le sport. J'ai pas eu le temps, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais bon, il y a aussi la possibilité que la saison elle se termine très très vite pour certains quoi. C'est possible, oui. Pour dernière nouvelle, il est en pleine santé pour l'instant, mais je crois qu'il a pas joué de la pré-saison juste à la fin. Mais il a une blessure bizarre, hein, visiblement au pied. Après, moi, ce que j'avais entendu, c'est une fracture de fatigue. J'en ai pas eu beaucoup plus. Euh, Ça arrive entre guillemets relativement souvent. ouais, des fractures de fatigue, ouais. Donc, c'est pas, tu vois, j'ai pas dû avoir la même info que toi. Après, ça c'était au mois que ça était ressorti, cette histoire de blessure un peu bizarre, pas où ça en est spécifique. Euh, En tout cas, ça pose une. En fait, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec la situation de Dallas. Quand tu as un rookie qui arrive et qui est tellement fort que Ouais. tout de suite il pose un plancher solide, ça pose des problèmes certains de construction, ça pose des problèmes structurels. La question, c'est à quel point Wembanyama peut amener ton équipe à un plancher plus haut ou moins haut que celle de Doncic, qui est allé en finale NBA, mais au bout de combien d'années de galère? Surtout combien d'années de galère
structurel parce que tu n'as eu aucun pic valable vraiment très très haut. Et en fait, la première année où tu es en finale, eh ben, c'est que tu draftes un joueur phénoménal à une place un peu éloignée en Derek Lively, que tu as 2-3 trades hyper worse, notamment celui de Gafford, celui de PG Washington. Enfin, bon, c'est des trucs très circonstanciels. C'est pas garanti qu'elles se reproduisent ni pour eux ni pour les Spurs. Et l'idée, c'est voilà, c'est vraiment, ça se repose sur d'une part à quel point Wembanyama est capable d'emmener cette équipe plus ou moins seul. Évidemment, il est peut-être un peu du fait de sa qualité quand même de joueur ailier intérieur, peut-être un peu plus facile de l'entourer tout de même. Entourer un porteur de balle, c'est quand même plus ennuyeux, quoi. Il faut forcément des joueurs qui lui correspondent. Tous les joueurs correspondent au Wembanyama globalement. Mais tout de même, on a cette idée que quand tu draftes un rookie trop fort, c'est pas simple de l'entourer. C'est un peu contre-intuitif. Positif, ouais. Ouais. Mais je pense que c'est amené à changer quand même. C'est amené à changer Après, parce que c'est une nouvelle donne de la NBA avec ce nouveau CBA. Des équipes moins stack et des salaires médians qui baissent. Ça peut profiter à ce type d'équipe qui ont un gros joueur qui vaut 100%, 200% même de son salaire max et donc qui peut compléter avec des salaires médians. c'est juste, alors, c'est pas pour te contredire, c'est juste pour apporter. Je suis d'accord sur ce que tu dis quand tu dis que Dallas a quand même un enchaînement de coups de bol à la draft, de bons moves, qui est pas facile à reproduire. Mais à contrario, je pense que la situation à l'instant T des Spurs est meilleure que la situation de départ des Mavericks. Ouais, c'est certain, Et mais la situation de toute la ligue est meilleure que la situation de Dallas à l'époque. c'est pas faux. Ouais, là, c'est Mais que fou. ça peut donc aider dans le genre, typiquement, tu peux balancer un Johnson pour récupérer un joueur parce que ne pouvait pas forcément faire Dallas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'assets. Où là, tu vois, je suis allé voir le temps que tu donnes ton point de vue et les Spurs ont quand même un fatras de pics à venir, que ce soit les leurs ou ceux d'autres équipes qui vont pouvoir utiliser dans des trades, Encore ou même faut-il, pour récupérer des joueurs au fur et à mesure. encore faut-il les utiliser, hein. Oui, oui, non, mais après, ça peut être, Des fois, ça dépend en fait ce que tu as besoin à l'instant T. Si, par exemple, s'ils étaient très hauts, mais avec pas mal ok, si, ça va leur bénéficier qu'il y ait tous les ans plein de pics de draft encore pour renouveler l'effectif. ouais, ouais, c'est sûr. Les gars qui viendront chercher une bague, ils ont leur bague, ils se barreront. Voilà, bon, bah, on va prendre un de nos jeunes parce que de toute façon les autres n'ont pas réussi et les autres sont partis. Ça ne doit pas être clair comme je l'explique, mais ça aide déjà aussi. Après, oui, il faut que les Spurs se décident à les mettre dans un trade, ce qui n'est pas la culture de la maison, encore une fois. Ouais, bon, on verra. De toute façon, on est sur une saison, voilà, sauf au mort c'est toujours une saison un peu tanking dans tous les cas. Et on souhaite surtout pas de blessure à personne. Euh, pour parler de une seconde franchise dans cette division, on va parler des Memphis Grizzlies qui n'ont connu que 27 victoires pour 55 défaites dans une saison voilà, très très compliquée au niveau des blessures, des suspensions, mais surtout des blessures hein, pour Ja Morant qui s'était quand même déboîté l'épaule sur la fin, c'est le labrum je crois. Bon, il s'est fait opérer, je l'ai vu un peu sur la précision, il est très bien revenu pour l'instant. Mais voilà, une intersaison quand même mouvementée du coup aussi pour les Grizzlies qui doivent réincorporer tous ces joueurs qui n'ont au final pas beaucoup joué ensemble ces deux dernières saisons. Et on a fait un petit switch quand même au poste de pivot puisque pour Steven Adams, voilà, on a définitivement tourné la page. Il était effectivement déjà parti, mais là on a vraiment pris un autre gros mec à mettre en plein milieu avec Zach Easy qui a été drafté depuis Purdue en je sais plus contrat, je sais plus. Mais voilà, qui est arrivé à la draft pour prendre ce poste 5. On a gardé Luke Kennard qui est toujours un bon sniper en sortie de banc. Mais voilà, la vraie difficulté, le vrai nouveau pour Memphis, c'est quand même de refaire jouer en fait tous ces joueurs de basket ensemble. Puisque l'an dernier, on a quand même vu des joueurs avoir un rôle plus important. Je pense à Aldama, je pense à Gigi Jackson, je pense à pas Brandon Clark, je pense à Jack Laravia, enfin Vince Williams Jr. Il y a beaucoup de joueurs role-players qui ont eu beaucoup plus de responsabilités l'an dernier et qui vont devoir réapprendre en fait à backseat de nouveau et se contenter d'être vraiment des bouts de banc pour certains qui verront pas le terrain d'ailleurs. Marcus Smart aussi je crois, il me semble qu'il n'a pas beaucoup joué.
beaucoup joué l'an passé non plus. Donc voilà, ce qui est un peu dommage pour Memphis au final, c'est que je pense qu'on est passé d'une équipe, ils ont pas eu de bol, on est passé d'une équipe jeune à qui on promettait un bel avenir avec beaucoup de contrats rookies, moyen de s'améliorer, etc. À bah, une équipe classique de NBA avec 2 stars, 3 stars payés très cher et des role players des fois pas terribles ou difficiles à trouver, etc. Donc en fait, je me pose la question et je vous pose la question de qu'est-ce qu'on va avoir comme Memphis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ceiling? Est-ce qu'on peut avoir l'équipe d'il y a 2 ans maintenant, donc 2021-2022, qui a éclaboussé la NBA avec presque 60 victoires, un superbe basket, bon, qui est tombé en playoff contre les Warriors, mais voilà, on voyait une ascension. Ou alors est-ce que maintenant, bah, depuis que les salaires se sont remplis, que la grille salariale s'est remplie et que bah, les role-players sont moins bons, etc., est-ce qu'on est devant une équipe qui est tout simplement capée à 48-50 victoires la saison et une sortie au premier tour au maximum en playoff ou peut-être second? Oui, on est capé à ça sans trop de soucis, ouais, je pense, parce que taper au-dessus de ce genre de, de, de performance, ça serait rivaliser avec notamment Casey, qui semble être la tête et les épaules supérieures, et la tête et les épaules supérieures dans le plan des certitudes aussi. Il y a une autre équipe de la division, en fait j'ai l'impression de parler des Mavs tout le temps, sauf j'ai l'impression de parler des Mavs tout le temps, alors qu'on aura le temps de les évoquer. Pareil, qui ont des certitudes, des vraies certitudes. Les Wolves ont des vraies certitudes, les Nuggets ont des vraies certitudes. Memphis n'en a aucune de ce niveau-là. Et si elle peut chatouiller certaines de ses équipes, euh, chatouiller les quatre, ça me semble compliqué d'une part. Et surtout de l'autre, bah, rien ne dit que cette saison ne sera pas encore placée sous le signe de l'infirmerie. Ça, c'est une réelle interrogation. Smart notamment est un joueur qui est régulièrement blessé quand même. Ouais. Quand tu as une profondeur de banc hyper faible sur les postes 1, 2, 3, bah, c'est quand même ennuyeux d'être condamné à un exploit physique, disons. Après, il À, fera peut-être pas à non une plus sorte. encore une saison 20 matchs, mais oui, j'entends ce que tu veux dire. J'ai regardé quand même, il y a eu 33 joueurs différents qui ont joué pour les Grizzlies l'an dernier, hein. Ouais, non, mais 33. c'était l'année noire. Le problème, c'est qu'ils avaient shifté pour justement avoir moins de bancs, mais plus de certitude sur le 5 majeur, on va dire. Et bah, ça a foiré entre Jack qui a pété les plombs et qui en plus se blesse, Smart qui est blessé. Euh, putain, son nom ne me revient toujours pas. Euh, Adams qui était blessé aussi. C'était t'as des jours, j'ai l'impression que j'aurais pu être sur le terrain tellement il y avait de blessés chez eux. Non. Et et vache, mais enfin, t'as compris ce que je veux dire. Et même là, tu vois, bon alors, certes, euh, c'est pour l'instant t'as que que du day to day sur les gros dans le report, mais t'as déjà 4 blessés chez eux. Enfin, après tout va se jouer là-dessus parce que à partir du moment où t'as les 4 fantastiques entre guillemets alignés, c'est très très fort, mais il faut qu'ils puissent jouer ensemble. C'est, euh, et Morant peut les emmener très très haut, mais bah, après, euh, il l'a déjà fait. Mais après, oui, il faut que les role-players step up, faut surtout que l'intégration des dés fonctionne. Je t'en parlais tout à l'heure. Pour moi, bon, cette année, ce sera pas meilleur que ce qu'on a déjà vu, parce que de toute manière, faut intégrer les dés, faut tout le monde se remette, faut espérer qu'il n'y ait pas de blessures. Voilà, comme je disais, Smart, s'il a joué 20 matchs l'an dernier, tu reviens pas comme ça. Euh, bon, c'est pareil, encore moins, je crois. Donc, tu remets du temps de te mettre dans le rythme, même si c'est un peu pareil pour tout le monde avec la pré-saison, mais c'est toujours, quand tu reviens de blessure, c'est toujours un peu particulier. Et autant s'ils arrivent à intégrer des sur le long terme, je m'inquiète pas pour eux. Ça coûte quand même vachement moins cher qu'Adams. Et c'est un des problèmes de cette équipe aussi, d'avoir le cap bien bouché de partout. Euh, mais voilà, déjà qu'ils se remettent à gagner pour eux, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de blessure, ce serait très bien pour eux. Ouais, j'ai peur quand même pour Memphis.
Je... Ça va vraiment dépendre de où Ja peut... Ils ont quand même un trio qui est fort. Bane, Ja et Jaren Jackson Jr. J. Ils ont quand même une belle base. Ouais, j'ai très peur de comment c'est entouré. Et je sais pas si comment ils envisagent la saison. J'imagine que dans leur tête, c'est pas une saison de transition. Mais en fait, quand je vois cet effectif et quand je vois comment il est construit, etc., j'ai du mal à me figurer que cette saison, ils vont de nouveau rejouer les premiers rôles, quoi. J'ai l'impression qu'il y a trop à faire, trop de choses à régler, trop de problèmes et j'arrive pas à définir un haut ceiling à cette équipe. Je veux dire, à moins que Ja devienne tout simplement un candidat MVP genre top 5, bon, ce qui honnêtement est possible, mais le truc c'est que même si Memphis gagnait, enfin Memphis gagnait sans lui déjà avant, Memphis gagnait pas plus entre guillemets avec lui que sans lui. Donc maintenant, est-ce que c'est parce que Memphis était tout simplement trop fort, enfin était très bon et voilà, ou est-ce que Ja est-il un joueur qui s'est vraiment tiré vers le haut un effectif et rapporté des victoires vraiment de par son jeu et son niveau de jeu? Ben, je pense que cette saison, c'est peut-être la bonne saison pour le découvrir, pour en être certain, parce que, euh, parce que voilà, l'effectif est moins bon, moins étoffé, mais on a quand même des attentes assez sérieuses, je pense, au niveau du front office et de l'owner, de dire, bah voilà, je pense que l'objectif, c'est clairement d'aller en playoff, quoi, clair et net. Ce serait une déception de ne pas y être. Même le play-in, je pense que c'est un peu une déception pour eux. Euh, oui, il y a moyen. À mon avis, Jenkins, personnellement, je trouve que c'est un très bon coach. Si les Grises ne sont pas en playoff, alors, quitte à passer par le play-in, à la limite, mais et encore, ils sautent, Ah ouais? je pense. Ouais. Ah, ouais, je sais pas, ça fait un C'est peu, ça un me peu. paraît. On en parlait sur l'avant-dernier enregistrement pour je sais plus quelle équipe, mais à un moment on se disait bah oui mais c'est peut-être le coach qui va devoir sauter si les résultats sont pas. Bah ça devait être pour New York. On disait si cette année ils ont pas de résultats, c'est Thibodeau qui sautera. C'est possible, je sais plus honnêtement, c'est possible. Et ça va être un peu pareil, sauf que pour moi, contrairement à Thibodeau, qui sait à peu près où il va. Jenkins, il est avec un effectif moins sûr, ne serait-ce que par les blessures. Ok, ok. Bon, bah, on va enchaîner. C'était pas les franchises les plus intéressantes. La prochaine équipe sur la liste, c'est les Rockets qui ont terminé avec un bilan parfaitement neutre de 41 victoires pour 41 défaites l'an passé. On a reconduit le même effectif, le même corps, ce qui n'est pas une grande surprise parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs sous contrat rookie. Et on a ajouté Reed Shepard depuis la draft, puisque les Rockets, les Rockets ont eu l'occasion d'avoir un bon petit pic quand même, puisqu'ils sont montés en 3 pour l'avoir. Il était, enfin, pardon, ils sont pas montés, mais ils sont montés au moment de la loterie jusqu'en numéro 3. Ou alors c'est celui de Brooklyn, celui-là, pardon. Non, je crois que c'est le pic de Brooklyn, je dis n'importe quoi, Oui, oui, oui. parce que le pic de Houston, c'est celui d'OKC, là, quand ils prennent Topic. C'est ça. Donc non, c'est le pic de Brooklyn qui a terminé en 3 qui leur a permis de drafter Rich Shepard pour booster les lignes arrière. Mais voilà, on a reconduit le même effectif. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je regarde un peu. Non, c'est absolument les mêmes. Du coup, on va laisser la main à Pop pour nous parler un peu de Houston, puisque c'est sa franchise préférée. Et bon, je ne sais pas sous quel angle tu veux l'aborder. Moi, je questionnerais peut-être les possibles changements dans l'effectif, dans le 5. Parce que je trouve que Houston, au final, aujourd'hui, par rapport à peut-être d'autres équipes NBA, justement, c'est l'avantage d'avoir des rookies, des joueurs sous contrat rookie. Il y a beaucoup d'options, je trouve, dans le 5. Et il y a peut-être que 3 joueurs qui sont fixes. Euh, je te laisse parler, mais je vois 3 joueurs qui me sont sûrs d'être dans le 5. Et j'ai l'impression que les deux postes à l'aile, en fait, les 3 et 4, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal interchangeables entre. Non, Jabari est titulaire, pardon. Je pense que c'est le poste 3 surtout avec Brooks, Ouais, Amen Thompson. Mais Tari Eason, je trouve qu'il est super intéressant aussi. Voilà, je te laisse où tu veux aller dans le sujet. Ouais, sur le point de. Moi, je pense qu'il y a une certitude, même sur tout le 5 majeur pour commencer la saison. Je Oui, pense qu'on en a aucune sur comment on la finit en c'est revanche. Brooks qui va commencer, c'est sûr. Voilà. Euh, et d'une part, il y a une non-certitude sur l'intégration de Thompson enfin, qui présente des flashs vraiment, vraiment intéressants. Et sur le niveau réel de Rich Shepard. Parce que voilà,
s'il y a bien un joueur qui présente un gros décalage entre le niveau perçu et le niveau réel, je trouve, c'est vraiment Fred VanVleet, qui, qui pas, selon moi, un joueur qui fait monter le niveau de ton effectif, quoi. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un joueur difficile à. Comment dire? Son pourcentage à 3 points, notamment, ne reflète pas vraiment le joueur qu'il est, parce que c'est un joueur qui a que des streaks. C'est infernal, c'est un joueur qui peut être à 2,52 sur 6 matchs et après être à 90% sur 12. C'est vraiment compliqué de bâtir autour d'un joueur comme ça, même s'il est amené à avoir un rôle plus diffus, on va dire, plus dans la gestion, peut-être qui se rapporte plus à ce qu'il était à Toronto, ce qui n'est pas plus mal, c'est un bon joueur en soi, c'est juste que là, le rôle qui lui est taillé est trop grand. Mais c'est vrai que Houston, en tant qu'équipe hyper jeune, présente sans doute un des meilleurs bancs de la ligue, avec un mélange entre joueurs draftés haut et quelques joueurs d'expérience. Steven Adams qui a été récupéré juste avant la deadline ou à la deadline, Ouais. qui n'a pas joué encore avec cet effectif. Je suis pas certain que ce sera le backup privilégié. On a également Jock Landale, hein, qui a montré des flashs l'an dernier. Peut-être que c'est pas le niveau d'un pivot backup en NBA. On a récupéré aussi l'ailier australien dont j'ai mangé le nom, qui a fait une campagne de JO hyper prometteuse, un vrai shooter, un ailier 3-4, plutôt grand, 2 m 4 ou 5. Bon, toujours est-il qu'il y a, ouais, il y a une grosse profondeur, mais du coup, il y a vraiment une gestion très très diffuse des rôles et des minutes, quoi. Et surtout, il n'y a pas de. Pour l'instant, on n'a pas vu de leader émerger. Le meilleur joueur, c'est sans conteste Sengun, mais a priori, il faut un joueur extérieur en tant que leader pour exister en NBA. L'idée, c'est qu'on dépend quand même d'une explosion de Jalen Green, quoi. Ça, c'est une certitude. Donc, le best case scénario, c'est bon, est-ce que Jalen Green augmente son niveau de jeu, notamment dans la création, à ce qu'il a pu être dans la fin de saison? Dans ce cas, tu peux vraiment être une équipe hyper intéressante. T'es top 10 défense cette année, 10e en fait. Ime Udoka, c'est quand même un coach qui, partout où il passe, enfin, c'est une idéologie, une vraie idée défensive qui est amenée. Tu peux tout à fait imaginer que dans le meilleur des cas, tu progresses beaucoup à la création avec un Green qui devient un borderline all-star, quoi. Tu deviens une top 5 défense, et avec comment dire, la puissance de feu de cette rotation étendue, comment dire, tu deviens une équipe play-in, play-off. Sans cela, si tu n'as pas un énorme step pris par Jalen Green, quoi qu'il arrive, tu peux pas espérer autre chose qu'être une équipe border play-in, mais qui s'en rapprochera jamais vraiment. Est-ce qu'il y a des perspectives de trade un peu dans cet effectif au bout d'un moment, puisque Jalen Green, son contrat, rookie, sa dernière saison. Şengün aussi, mais bon, lui, voilà, il va prendre son contrat max sans problème. Parce qu'en fait, même Van Vliet, hein, qui a une team option, qui je suis pas sûr qu'elle soit levée honnêtement vu qu'elle a son tarif, mais sait-on jamais. Est-ce qu'il y a des trades, tu vois peut-être des trades être construits au bout d'un moment dans cet effectif? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, et il y a un moment, il faudra faire des choix nécessairement. Je pense que Green est intouchable. Je pense et j'espère surtout que Green est intouchable. Bon, Sengun, tu l'as dit, il n'y a pas de question à se poser. Van Vliet ne sera pas tradé, il sera libéré à l'issue de son contrat. Je pense qu'on compte quand même sur Dylan Brooks qui a en plus un salaire dégressif, hein, qui est à 22, qui va être à 21, puis à 20. Bon, Steven Adams, en fin de contrat, ne sera pas conservé à l'issue de son contrat, je pense, ou alors à un tarif faible. Pour Smith, je pense qu'on se doit de le conserver. En fait, il y a peu de perspectives quand même. Enfin, déjà, on n'a pas trop de salaires qui peuvent être tradés quand même. Ça, c'est un problème qu'on a. Si un trade peut avoir lieu, c'est sans doute avec un de nos jeunes, peut-être un Shepard, peut-être Jabari Smith, avec Adams à côté pour accueillir un salaire supérieur et un joueur peut-être d'un calibre supérieur, un peu plus confirmé. Bon, pourquoi pas, mais je suis pas certain comment dire, de la logique du move, parce qu'on n'est pas à un joueur confirmé près d'être une top team, Hmm. on est à une superstar près. Ça, malheureusement, ça ne se trouve pas en NBA, et soit Jalen Green en devient une, soit on est amené à être capé comme on parlait avant de Memphis, à être capé à une équipe de premier ou second tour si tout clique. Sauf qu'on n'a même pas la superstar qui est Ja Morant, donc en fait, tu es capé à être une équipe de play-in. Parce que Sengun ne Juste, sera jamais plus que ce qu'il est. excuse-moi, vas-y. JS Sengun, globalement, ne sera jamais bien plus que ce qu'il est. Vraiment, ton salut vient de Jalen Green. Shepard ne sera jamais
un top joueur, je pense que c'est une certitude qu'il fera une carrière intéressante en NBA. C'est une certitude également qu'il ne sera jamais une superstar. Jabari Smith, c'est exactement la même chose. T'as quand même plein de joueurs qui arrivent déjà un peu ready, mais dont tu sais que tu feras pas des superstars, quoi. Ton seul potentiel superstar, c'est Jalen Green. Moi, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais sans ça, ça va être difficile. Euh, c'est pas contre toi ce que je veux dire, mais j'ai du mal à comprendre ce que tu trouves à Jalen Green, dans le sens où ben, il a les mêmes défauts et qualités que... son nom veut pas me revenir, encore une fois. Euh, Donovan Mitchell. non, 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 RJ Barrett? non, Je suis ça, ouais. que R.J. Barrett. Ah. Ouais, je tentais. Bah, je trouve pas. Bah ouais, mais je le trouve pas efficace du tout. Alors certes, ça défend bien, ça défend dur, mais en fait, j'ai rien contre le joueur. Hein. Il est sympa à voir jouer. Moi, de toute façon, dès que ça essaye de défendre, ça me plaît. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre la différence de vision que tu as sur les deux joueurs. Bah, dès qu'il y a une qualité que possède Green que possède pas du tout Barrett, c'est comment dire, le fait de se créer son tir de manière élite, quoi. C'est un joueur qui trouve toujours un tir de qualité décente. La question, c'est le choix de ses positions et le niveau de finition au cercle. La question que pose Barrett, je l'ai déjà évoqué, c'est le tir cataclysmique et le niveau de finition au cercle. C'est-à-dire que tu as les deux aréas, les deux domaines les plus rentables du basket où tu es faible. Pour un arrière qui est amené à faire que scorer, parce que Barrett est un bien moins bon passeur que Jalen Green, bah, t'es limité. Moi, je pense que Green, il a aucune limite structurelle, si ce n'est son incapacité à finir au contact. Euh, Oui, moi je suis d'accord. faudrait que Non, mais moi je suis d'accord dans le sens ouais, où statistiquement les joueurs ont l'impression de poser les mêmes problèmes, mais pour moi, c'est vrai que quand tu les regardes jouer, tu sens qu'il y a un mec qui il sait trouver ses positions, il sait avoir des positions favorables pour tirer. Il y a une fluidité mécanique en plus. Enfin, tu sais que le potentiel est là plus que Barrett que j'adorais beaucoup il y a quelques années en sortie de draft, mais plus on avance, plus bah on se rend compte quand même que le joueur, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de développer un 3 points pour qu'il soit viable en attaque continuellement dans sa carrière. Alors que Jalen Green, bah, il a pas besoin de s'inventer un 3 points. Hein. C'est un mec qui sait shooter à 3 points. Quoi. Maintenant, oui, voilà, c'est les pourcents, c'est plutôt, ça tient plutôt du QI au niveau des choix des tirs. Quoi. Et en même temps, franchement, c'est important le QI, ben basket. après, franchement, ça a l'air d'être un peu la marque de fabrique des mecs autour de lui à Houston, puisque Dylan Brooks n'est pas non plus un mec qui choisit bien ses tirs, et Fred VanVleet, honnêtement, non plus. Donc, moi, ce qui me fait le plus peur. Ouais, ça, par contre, ça peut jouer, j'entends. Parce que, Bah, justement, autant j'entends la création du tir qui est bien meilleure, mais justement, avec une création de tir bien meilleure, tu dois avoir de bien meilleurs pourcentages bah, que le premier barrette venu. après, c'est comment tu te crées les shoots. Je veux dire, je sais que c'est pas la même époque, que c'est différent, etc. Mais Iverson n'était pas un grand mec au niveau du field goal percentage, et pourtant, enfin, je crois pas, Iverson, c'est genre 41-42% dans en carrière, dans ses grandes années et tout. Et pourtant, personne va te dire qu'Iverson n'est pas quelqu'un qui sait pas créer son shoot. Alors, je suis d'accord, hein, c'est une NBA différente, etc. Mais c'est pour imager un peu Mm. ce truc de euh, tu peux savoir créer ton Ah, shoot et en même temps mal shooter. Moi, ce qui me fait plus peur pour Houston actuellement, c'est que justement que ce soit Van Vliet ou Jalen Green, tes deux volume shooters, bah, sont très irréguliers et ont des pourcentages encore assez faibles. Ton poste 3 a des pourcentages encore assez faibles aussi avec Dylan Brooks. En fait, c'est un peu l'impression que avec Şengün qui met ses paniers avec c'est ça, un taux moyen assez fort. mais du coup, cette équipe manque d'une présence extérieure élite, en fait, dans le sens pourcentage élite. Tous les joueurs ont des genres de corveurs, enfin voilà, des Kennard, Mm. tu vois, Mais après en soi, je l'attaquais pas sur sa création. Je me doutais qu'il fallait me répondre sur la création. Mais justement, moi, c'était vraiment sur statistiquement, il n'est pas fiable pour moi. Surtout, je vois aucune amélioration pour moi. En fait, mon point. Après, je sais pas, hein, ça peut être un très bon sixième homme, par exemple, mais statistiquement, mais
Autant les 2 premières années où il était là, si je dis pas de bêtises, c'était le Boxron et Houston, donc ça n'augmente pas de souci, mais son pourcentage au tir aurait dû s'améliorer drastiquement sous les deux cas parce que ça jouait beaucoup mieux quand même, On s'attendait même à mieux. si, comme tu dis, ça shoot un peu n'importe comment par moment, et bah, la progression est assez légère. C'est assez certain qu'on s'attendait à mieux. Ça, C'est pour, Mais c'est pour- on est, enfin, comment dire, là, c'est pour ça que au tir. Déjà, ont été hyper, comment dire, variables du début de saison à la fin. Ouais, comme Mais chaque surtout, année. Oui. ça tient à son adresse aux 3 points de début de saison. C'est un joueur qui est devenu un joueur il a 45% de three point fight, quoi. Il ne fait que shooter, que shooter, que shooter, que shooter. C'est normalement sa qualité, c'est le tir extérieur quand même en arrivant. C'est un athlète qui shoot. Bon bah si l'évolution logique d'un joueur comme ça, en fait un arrière qui arrive en NBA est nul, quoi qu'il arrive. Un arrière qui arrive en NBA est nul. Il n'est pas du tout efficace et ne peut jouer que dans des équipes nulles. Un arrière qui est drafté dans une bonne équipe, il joue pas. Jalen Brown qui est drafté à Boston dans une bonne équipe, au début il peut pas mettre Non, un pied il sur le joue terrain. pas. Oui, non, ça, je suis d'accord. Et là, il a l'avantage d'être un arrière drafté haut dans une équipe de merde, donc d'avoir pu prendre des tickets. Hmm. Là, dans une bonne équipe, bah, ça se restreint un peu. C'est un joueur qui a dû apprendre à jouer avec moins de touches, sachant qu'il a joué dans un contexte enfin, pas de NCAA, donc pas de basket organisé. Enfin, il a jamais joué avec moins de touches de sa vie, quoi. C'est la première saison dans un basket organisé. Ouais. Moi, je pense Je qu'il peut comprends. vraiment. Mais après, je lui souhaite de réussir, hein. C'est juste, en fait, d'habitude, t'es très critique. Donc, c'est pour ça, là, ça m'étonnait un peu. Mais j'entends. Et, bah, c'est ce que je vous souhaite, hein. Et on a R.J. Barrett, hein, on a R.J. Barrett à Houston. Ça, j'avais fait la comparaison il y a des années. Ouais. R.J. Barrett, c'est Dion Brooks. Ouais. C'est dur avec Dylan Brooks. Bah, moi, C'est. j'adore Dion Brooks, mais et puis je commence à bien aimer R.J. Barrett parce que en fait, le fait que j'aime bien un joueur ou pas, c'est à quel point il est surcoté ou non. Et vu que l'énorme hype est passé, maintenant, bon, bah, j'ai un peu d'affection pour. Voilà. Ouais. Mais enfin, c'est pour ça, Dion Brooks, c'est un joueur qui est hyper décrié sur ce qu'il est, sur l'inefficacité et tout ça. Euh, quand d'autres joueurs qui lui présentent exactement les mêmes défauts passent complètement à travers les critiques. C'est un joueur qui, partout où il passe, rend une équipe plus forte. Ça, c'est une certitude. Hein. Avec Ouais, une culture. Dylan Brooks, j'aimerais bien justement qu'il ait le cerveau de R.J. Barrett dans les Cowboys. Ça ferait un joueur magnifique. Je vois pas, en fait, je vois pas trop la différence entre les joueurs. Enfin, à part Ça, cette saison magnifique de Barrett, enfin, cette fin de saison aux Raptors, il y a eu un flash à Onyx, pas cette saison, du coup, pas le début de saison, celle d'avant, où il a progressé vraiment. Sinon, bon, bah, c'est un joueur inefficace. Pas au point de Barrett. En même temps, c'est pas le défenseur qui est pas au point de Brooks, c'est pas le défenseur qui est Brooks non plus. Là, Ah, il a complètement. Brooks, à titre perso, je trouve que c'est un super joueur, mais qui débranche beaucoup trop. Voilà, il fait une C'est super c'est saison. pour ça que je te dis, Il- s'il avait R.J. Barrett dans sa caboche, Après, il était. Moi, ça ferait un très beau joueur. Il était bon l'an dernier, ça va, hein. il fait une saison magnifique, là, En vrai, Brooks, ça va, par hein. rapport à. Je trouve Enfin, que. dire, quand tu augmentes tes pourcentages à 3 points, voilà, lui aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette idéologie Udoka où c'est hyper axé sur le tir de loin. Ça, c'est une certitude. Tous les joueurs, en passant de. Comment il s'appelait Stone Non, l'ancien coach. Euh, Ça, j'ai oublié moi Oh, aussi. je te trouve ça, je trouvais ça. Stephen Silas. Silas, ouais. Exactement. Silas. En passant de Silas à Ime Udoka, le niveau de two-point rate a largement augmenté pour les extérieurs. Ça, c'est une certitude. Et En même Green, temps, de toute façon, les Silas, le jour où ils comprendront quelque chose au basket. ouais, je sais pas, mais en tout cas, lui, ouais, difficile. Et là, ça a largement. Enfin, Brooks, c'est devenu un joueur qui prend la moitié de ses tirs derrière l'arc. Bah, forcément, quand tu es un joueur nul dans le drive, si tu commences à plus shooter qu'à 3 points, même si tu es moyen, bon, ça augmente mécaniquement ton efficacité, quoi. Et c'est comme ça qu'on rentabilise nos extérieurs. En fait, on n'a pas de menace de drive chez l'extérieur. Ça, c'est un problème énorme. Shepard n'est pas là pour arranger ce problème. Voilà, vraiment, notre salut sur tous les points, c'est que Green devienne une menace de drive formidable et un extérieur scoreur. Ouais. Bah écoute, on verra bien, mais je pense aussi que le salut passe par Jalen Green, que ce soit sa progression ou de sa régularité tout simplement, parce que reste malgré tout un joueur très irrégulier. Je propose de passer à l'équipe qui a terminé du coup deuxième de la division l'an dernier. C'était les Pels avec 49 victoires et 33 défaites.
et qui n'ont pas chômé cette intersaison puisqu'il y a eu le trade pour Dejounte Murray depuis Atlanta. Voilà, Dejounte qui n'était plus... il fallait casser quelque chose à Atlanta dans son entre triangle et Dejounte Murray et ça allait évidemment être Dejounte. Donc il a été envoyé aux Pels contre Larines Junior, Dyson Daniels qui était un top pick il y a 2 ans je crois, et Cody Zeller pour faire le salaire. On a aussi perdu Jonas Valanciunas qui est parti signer du côté de Washington. Mais bon, un joueur qui n'était plus, enfin, dont les minutes étaient devenues quasiment inexistantes sur la fin de saison. Euh, Disons qu'il avait 20 ans de retard pour le basket. c'est aussi une question. J'adorais Valanciunas, hein, mais il aurait été beaucoup bien meilleur il y a 20 ans. C'est aussi une question de philosophie de coach, mais aussi de retard de NBA moderne. Mais oui, c'est clairement il ne fit plus aujourd'hui dans l'NBA moderne. Donc voilà, je pense que enfin, il y a eu Daniel Theis qui est arrivé pour renforcer un peu du coup ce secteur intérieur, qui est bon, toujours un très bon joueur de devoir pour remplir 15-20 minutes. Theis, ça fait toujours le taf. Il y a Javonte Green qui vient de Chicago, qui est un gros défenseur quand même assez intéressant. Voilà, qui va pas prétendre à beaucoup de minutes, mais bon, on sait jamais avec les blessures. Et Yves Missy qui était drafté depuis Baylor en NCAA, qui était drafté assez loin, qui était drafté en 20 je crois, 21, qui est un gros potentiel défensif, mais voilà, qui est un projet quand même en construction. Donc voilà, le trade c'est clairement Dejounte Murray. Alors maintenant, le problème de cet effectif, je pense qu'il y a un gros problème de profondeur. Je pense qu'on Ouais. pourra en parler, mais voilà, tu as Zion, tu as Ingram, McCollum, Dejounte Murray. Tu complètes derrière ton 5 avec Herbert Jones ou Trey Murphy Jr., Trey Murphy the third. Et après, sur le banc, en fait, on arrive très rapidement à Jordan Hawkins qui a eu beaucoup de mal pour sa première saison NBA. Voilà, en tant que arrière shooter, comme on disait, c'est toujours très difficile. Et après, c'est Tice, Robinson Earl, Alvarado, bon, qui fera toujours le taf en poste 1. Mais peut-être que Javon Terry aura plus de temps de jeu que ce que je pensais au final en regardant un peu la profondeur. Mais voilà, ça Bon, manque de bah, profondeur. déjà, McCollum, il va avoir sa blessure syndicale de Et l'année. voilà, Donc, et en plus on est sur un effectif qui se blesse assez régulièrement quand même, puisque voilà, McCollum se blesse, Brandon Ingram surtout se blesse très souvent. oui. Ingram perd, loupe 25-30 matchs quasiment tous les ans. Zion a connu une saison complète, quasi complète l'an passé, mais ça reste toujours pas une inconnue, hein. C'est que la deuxième vraie saison sur les 5, donc c'est toujours un peu compliqué. Et même je pense aussi aux rumeurs de trade en fait. Je pense que Brandon Ingram, plus que jamais, surtout qu'il est expirant, mais je pense que plus que jamais il est vraiment sur le marché des transferts quoi. Ça fait 2 ans je crois que son nom traîne un peu dans toutes les rumeurs autour des deadlines. Il a jamais bougé. Mais en fait je pense que plus que jamais ce mec est à vendre quoi. Surtout qu'avec Trey Murphy et Herbert Jones, je pense que les Pels sont contents de ce qu'ils ont sur les postes de l'aile en fait. Donc il est plus clairement pas indispensable. Surtout si c'est pour faire venir justement de la depth un peu, que plusieurs joueurs en échange, ce serait pas plus mal au bout d'un moment pour les Pels. Voilà, je voulais savoir un peu où est-ce que vous en êtes pour vous, pour les Pélicans au niveau de la construction de l'effectif. Trade, pas trade. Déjà, est-ce que l'ajout des Dejounte Murray est bien? Voilà, je vous écoute. Que l'ajout de Dejounte Murray est catastrophique. En fait, globalement, je trouve que quand tu es une équipe NBA en 2024 et que tu te délestes de Dejounte Murray, tu deviens d'ores et déjà une meilleure équipe. Et c'est d'autant plus vrai, en tout cas, que tu deviens une moins bonne équipe avec lui, quand ta superstar, c'est Zion Williamson, qui est un joueur générationnel, et qui présente aussi des compromis à accepter qui sont à la hauteur de son talent. C'est un joueur autour duquel il faut absolument une structure défensive pour le cacher, et aussi un spacing pour l'utiliser. Bon, c'est tout ce que ne peut pas apporter Dejounte Murray, en tout cas tout ce qu'il n'a pas fait cette année. Il peut être un formidable défenseur comme il l'a été il y a encore quelques années. Enfin, tout de même, ça pose question quand, globalement, les excellents défenseurs qui arrêtent de défendre à ce niveau-là redeviennent rarement des top défenseurs. Et déjà que la complémentarité entre, entre tes deux stars, tes co-stars, pose question, en fait, plus que poser question, elle est un souci. Si en plus tu rajoutes un troisième joueur qui, lui non plus, n'est pas un bon fit, ça me semble compliqué, ça me semble un gâchis quand même terrible d'avoir les talents que sont Zion et Ingram et de ne rien en faire année après année. Tu as des joueurs draftés qui deviennent des joueurs formidables. Herbert Jones, Trey Murphy, on en a parlé. Il faut absolument les exploiter, quoi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, ça passe par un trade d'Ingram assez nettement.
si on arrive à trouver un peu de profondeur, un meneur correct, soit un intérieur rim runner, soit un profil un peu licorne à la Miles Turner, peut-être dans l'idée, bon, ce serait l'idéal. Pour l'instant, en l'état, tu vas au-delà d'immenses déceptions. Ah, en fait, le problème de cet effectif-là, c'est quatre joueurs très forts, hein. C'est même si Dejounte, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas montré, mais il n'y a rien qui colle en fait. Si, alors, à la limite, le duo Ingram-Williamson, enfin Zion peut marcher en entourant bien, mais t'as toujours un truc qui marche pas dans les paires que tu peux faire. C'est pas complémentaire. Donc, comme en plus ils ont qu'à se sacrifier de la profondeur, pour moi, oui, officiellement il y a plus de talent dans le 5. Mais ils se retrouvent avec la même chose que Memphis, en fait. Alors certes, ils auront un peu plus de certitude dans le sens que, en dehors de Zion, tu sais qu'Ingram manque une trentaine de matchs par saison, tu sais que McCollum manque 10 matchs par saison, etc. Mais ouais, ça va être la même saison que l'an dernier. Allez, ça va faire 8 au lieu de 9 ou un truc comme ça, mais bon, ça change sans rien changer en fait pour moi. Moi, en fait, ce que je comprends pas avec ce trade, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu ajouter en fait les Pels. Parce que défensivement, je pense que tu avais déjà des bonnes pièces de toute façon un peu partout pour être bon. Dejounte Murray n'apporte pas du shoot, même s'il a été correct l'an passé à Atlanta. Je pense que c'est beaucoup plus un produit de l'attaque d'Atlanta qui était de shoot à 3 points et de son rôle de spot-up shooter. Je pense que son volume va tout simplement descendre cette année et de toute façon ses pourcents sur jour qui dame, je pense. C'est pas un grand créateur en half court, clairement pas. Maintenant, c'est un bon pusher en sortie de rebond défensif. Mais en fait, ils avaient déjà ça dans leur effectif, puisque c'est pour ça qu'ils donnent beaucoup de la balle en main à Zion depuis qu'il est là. Et c'est ce qu'ils faisaient aussi avec Ingram déjà les années précédentes. Donc en fait, je comprends pas ce qu'il apporte dans cet effectif, tout simplement. Parce que j'ai l'impression de retrouver McCollum avec un profil un peu différent et qui défend un peu mieux. Mais du coup, les deux n'ont rien à faire ensemble, tout simplement. Je pourrais comprendre ce move si McCollum était trade ou que Ingram était trade pour des joueurs plus de compléments. Parce que là, offensivement, déjà, ça a beaucoup plus de sens d'avoir une grosse bouche en moins à nourrir. Et ça pourrait permettre voilà, d'avoir des petits joueurs, comme je dis, de complément. Surtout que Ingram, je pense que McCollum peut-être un peu moins, sa cote est un peu plus basse, mais je pense que Ingram garde une cote relativement correcte à son âge qui est de 27-28 ans. Il y a des effectifs qui rêveraient d'avoir un 20-5-5 en dormant comme ça dans leur roster, hein, très clairement. Donc voilà, là je comprends pas. On dirait une équipe qui fait un all-in pour gagner le titre d'un coup, alors qu'elle a pas les pistes pour gagner le titre. Je comprends rien. Est-ce que j'ai peur que Trey Murphy perde beaucoup de touches dans cette attaque en fait, je sais pas qui va perdre des touches. Si quand tout le monde sera healthy, bon, peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, mais j'aimerais savoir qui va perdre des touches en attaque parce que il y a 5 joueurs qui shootent beaucoup, mais qui shootent vraiment beaucoup, et rien autour. À part Herbert Jones qui fera le sale boulot. Parce que même en fait, même Jordan Hawkins hein, sur le banc, hein, c'est un pur shooter qui sert à rien à part shooter. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. Le GM depuis quelques années fait un travail catastrophique je trouve dans la construction de cet effectif et c'est pas prêt de s'arranger. Ah, puis c'est pas, pour une fois, je vais aller sur le terrain du cheval de bataille de Pop, mais elle est où la création dans cet effectif? C'est que en fait c'est que des créateurs Secondaire. moyens plus voilà des secondaires. Je veux dire Zion, Ouais. Ingram, McCollum, déjouté, voilà c'est que des créateurs secondaires avec chacun un peu leurs forces et leurs faiblesses. Je pense que McCollum est un peu le seul qui s'est organisé une défense en half course mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais ouais c'est des créateurs secondaires hein, très clairement. Et t'as pour moi le deuxième principal problème de cet effectif. Pour moi, c'est très limité. T'as peut-être presque plus de talent que dans d'autres effectifs, parce que même pas presque. T'as potentiellement plus de talent sur le terrain que d'autres équipes, mais ça va nulle part. Parce que t'as l'impression que c'est fait de briques et de broc. Et comme tu dis, il y a vraiment un problème avec le GM, et c'est pas la première année qu'on le dit. Alors Je suis après sûr qu'on monte sur les podcasts il y a 3-4 ans, on est déjà en train de le dire. Alors après, peut-être que j'étais un peu hâtif et peut-être qu'ils sont dans une phase un peu de semi-rebuild
dans le sens où Dejounte Murray et Zion sont lock au moins 3 ans, que Herbert Jones a encore 2 ans, 3 ans de contrat, que Trey Murphy va être signé, et peut-être qu'on fait un semi-rebuild où on laisse partir Ingram, on trade CJ McCollum cet été, et on retoule un peu l'effectif autour d'un quatuor Dejounte, Zion, Herbert Jones et Trey Murphy Jr. C'est pas impossible. Ouais, mais Avec Ifnisi peut-être d'ici là aussi s'il progresse. Mais bon, je pense pas m'avancer en disant que Pop va dire comme moi et que qu'il voit pas qu'il comprend pas trop ce que Dejounte apporterait à Zion, qui avait bien meilleur choix à faire. Dejounte Murray, c'est un joueur génial pour une équipe nulle. Je veux dire, parce Ouais, que ouais. c'est à peu près ce pour que le, j'avais pour entendu. le, pour le Atlanta sans Trae Young, il a été à un niveau offensif waouh, assez impressionnant, hein, pour d'ailleurs maintenir le même niveau que sans lui, enfin que avec Young, pardon. Enfin, ils ont gardé plus dans le même niveau, si ce n'est mieux. Il a été à un niveau offensif, peut-être qu'il y a aussi un effet feu de paille, enfin, tout de même énormissime de self-création, de l'idée de pousser la balle en transition, c'est un joueur qui fait ça le mieux quand même, un peu à la manière d'un Westbrook, Ouais. un sous-Westbrook de l'époque. Mais par contre, dans un basket organisé, un peu à la manière d'un sous-Westbrook de l'époque, c'est un joueur qui ne fait pas ça en ce moment. Et en plus, moi je me demande si les Pels, enfin je sais pas comment ils ont vu la saison de Dejounte il y a 3 ans, mais enfin les 9 passes, c'est un mirage absolu et complet. J'espère que les équipes s'en rendent compte que ce mec n'est pas un joueur à 9 passes, 9 passes par match, hein. C'était des Spurs dégueulasses où on a dit tiens Dejounte, tu prends les clés et tu fais ce que tu veux. Des fois, je me demande si les GM se rendent compte que on peut créer artificiellement des bonnes saisons. Parce qu'effectivement, toi, tu te dis 25 ans, 21 points, 9 passes, 2 steals, ouah, 8 rebonds en plus, hein, 21, 8, 9, 2 steals. Ouah, tu te dis, ouah, c'est un fou, lui, c'est un crack. Mais c'est une saison. Haliburton qui défend. Oh, ouais, genre vraiment, tu te dis, mais j'ai une folie quoi. Mais j'ai vraiment un Westbrook. Parce que 28, 9 de seeds, enfin, t'as Westbrook miniature, tu te dis 25 ans. Sauf que lui, il défend vraiment bien pour le coup, c'est pas que un gambler. Mais c'est un mirage complet cette saison. Enfin, c'est un mirage. J'espère que le GM des Pels ne s'attend pas à trouver un joueur qui a beaucoup plus de création qu'il ne le croit. Enfin, le problème avec les front office, c'est que malgré tout, je pense que les scouts sont pas cons, hein. Je vais pas dénigrer le travail des scouts qui regardent la NBA, mais des fois le GM, c'est le GM qui a le dernier mot, ou c'est l'owner des fois derrière qui a le dernier mot, hein, faut pas l'oublier non plus. Celui des Pels, je sais pas s'il est très investi, je crois pas, mais des fois l'owner a le dernier mot, des fois c'est le GM, et c'est pas toujours les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise, hein, clairement. Bah, ça, et t'as des GM aussi qui se sentent obligés des fois de faire un mouvement parce que la foule réclame un mouvement et donc ils font. Alors, quand tu fais des mouvements contraints comme ça, tu fais rarement les bons choix. Oui, et puis d'ailleurs, c'est ce que je disais pour certains GM, mais c'est aussi le GM qui sait qu'il doit sauver sa peau, en fait, qui peut se faire virer. Rien que ça. Je pense que les GM qui sont au bord de se faire virer, je pense qu'ils s'en battent un peu complètement les couilles de l'avenir de la franchise et qu'ils sont prêts à tout bazarder si c'est pour leur permettre de rester en job, hein. Ce que je peux comprendre, ça reste ton boulot et t'as envie de gagner de l'argent et pas d'être viré, quoi. Mais bon, j'avoue que je sais pas si bon, je connais pas de fan des Pels, mais j'imagine que le move a été un peu plus expliqué dans les déclarations au training camp, etc. Pour savoir si c'est un peu un move de on veut gagner ou un move de on pense à l'avenir. Mais j'avoue que j'aimerais bien Ouais, le truc, c'est qu'ils un peu de peuvent pas le précision. dire clairement. Non, non, mais Si justement, c'est dans l'espoir de trader McCollum derrière, oui, ils peuvent mais pas dire oui, oui, c'est bon, maintenant on va dégager oui, mais McCollum. ouais, on connaît les formulations, tu vois. Dejounte Murray s'inscrit dans une logique optique de long terme, etc. Oui, ça veut dire que tu vas rebuild, quoi. Enfin, tu vois, si tu joues la win tout de suite, en général, tu le dis. Donc, je sais pas ce qui a été déclaré au niveau du GM, Oui. mais j'aimerais bien en savoir un peu. J'aimerais bien en savoir un peu Après, plus. reste que dans tous les cas, moi je sais pas. McCollum, je suis pas sûr parce qu'il est quand même vraiment pas tout jeune. Donc je suis pas sûr qu'une équipe va aller le chercher. Par contre, ouais, je serais pas surpris quand vers l'arrivée de janvier, février, de commencer à lire du Serious Talks à boîte Brandon Ingram. Mais en plus,
c'est un nouveau GM en plus, je crois, au PL, je viens d'y penser. Parce que ils ont changé cet été. J'ai un vague souvenir qu'ils ont changé de GM cet été en fait. Alors, attends. Ça se trouve, le mec il a voulu poser ses couilles et faire son trade quoi. Tac, 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 tac. Euh, Si en fait, je crois. je- En fait, si plus j'y repense, si je crois que c'est un nouveau GM. euh, j'ai un doute. Parce J'ai un doute, que. j'ai un doute. Si. Si, c'est Swin Cash qui devient vice-président et Bryden Graham qui devient GM Ouais, à la place de Griffin. de Griffin, ouais. Je dis pas de bêtises. Griffin est parti, je crois que c'était encore lui, ouais. Ouais. Bon, bah. je- on va voir Bon, dans les. bah, courage, mon garçon. Ouais, on va voir dans les pronos juste après, mais je pense qu'on va pas être très clément avec lui. Allez, on va faire la dernière franchise de la division, la meilleure franchise de la division, les Mavs. 50 victoires, 32 défaites l'an dernier. Et bah, quelques mouvements quand même. Je pense que des mouvements auxquels on pouvait s'attendre au niveau des départs de Tim Hardaway Jr. Je pense que ça y est, Dallas n'attendait que ça de pouvoir le tège. Et en fait, ils se sont dit que c'était une bonne idée de le remplacer par Klay Thompson pour un contrat plus ou moins similaire. Je sais pas. Mais à côté de ça, je trouve que là où Dallas a fait une très bonne intersaison, c'est qu'ils ont ramené des bons role-players. Najee et Marshall de New Orleans, qui est pour moi un super backup. Spencer Dinwiddie qui revient jouer les backups aussi en 1 et 2. Et dans ce fameux move de Tim Hardaway, il récupère Quentin Grimes en retour. Le dossier médical est un peu en suspens, mais le peu qu'il a joué à chaque fois, c'était quand même un bon joueur sur le banc. Sinon, bah voilà, l'effectif ne change pas au niveau de par rapport aux moves qui ont été faits la deadline dernière. Donc on reste sur Luka, Kyrie, PG Washington, Gafford et Lively. Euh, j'ai envie de dire que la question c'est plutôt euh, comment vous voyez l'intégration de Clay dans cet effectif. Parce que moi je suis très critique de ce move pour le coup. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez d'abord, puisque c'est vraiment le move un peu pour eux de l'intersaison quand même. J'arrive pas. Je suis un peu comme toi. J'arrive pas. D'un côté, je me dis c'est idiot, mais d'un autre, je me dis ils ont peut-être un plan que j'ai pas compris. Et peut-être aussi que dans un autre environnement que les Warriors, il peut se remettre en question. Parce que concrètement, c'était ça son problème ces dernières années principalement. C'est il avait été très fort, il est encore sur cette image-là, et il comprenait pas qu'il avait plus ce niveau-là, voilà, qu'il fallait qu'il se remette au turban. Alors, forcément, avec les blessures qu'il a eues, on va pas dire que tu peux revenir comme ça. C'est normal que tu baisses de niveau, mais tu vois, après c'est pareil. Tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce qu'ils veulent en faire un sixième homme? Est-ce qu'en sixième homme, il a plus les cannes? Je ne sais pas. Moi, je pense que enfin, c'est un deal correct, si tant est que son rôle soit limité à celui qu'avait Hardaway, quoi. À être un joueur qui apporte de la gravité et du tir. Mais que ce soit pas un joueur avec des essais de création comme ça un peu pu l'être à la fin aux Warriors. Waouh, ça n'avait pas de sens, quoi, de l'utiliser comme un shot maker, en fait. C'est vraiment juste un spot-up shooter. Il peut plus faire que ça désormais. Il faut trouver des systèmes pour le mettre dans les bonnes situations. Et c'est tout. Si c'est le cas, c'est un bon ajout. Toujours est-il que peut-être que pour ce prix, tu avais un ajout, comment dire, un peu plus sûr. Parce qu'un Thompson qui shoot à 37%, c'est un joueur neutre. Donc bon, voilà, c'est possiblement un joueur qui t'apportera rien pour le prix d'une mid-level exception, quoi. Moi, moi, mon problème en fait, Il est au-dessus de middle. il est un peu au-dessus, mais c'est pas non plus la middle, elle est quand même Il est à 50, c'est 50 millions sur 3 ans quand même. oui, c'est un peu au-dessus, c'est sûr, mais bon, ça va. On va dire que c'est pas 20 millions la saison, quoi. Oui. Euh, Moi, mon gros problème, en fait, c'est une question de fit. Euh, Parce que le problème de Klay Thompson aujourd'hui, c'est que défensivement, ben, en fait, c'est très simple. Il est absolument limité à 200% aux wings un peu lents. Il ne sait plus rien défendre d'autre. Les guards lui mettent tous une tempête, tout simplement. Premier pas, tempête. Et bah, évidemment, il peut pas garder des gros wings puisque bah, il a jamais eu la carrure en fait pour le faire. Un peu costaud, mais en vrai,
il se fait bully dans la raquette, malgré ce qu'il laisse transparaître sur la fiche technique on te dit qu'il fait presque 100 kilos, il se fait bully dans la raquette. Donc moi, mon problème c'est qu'il peut juste défendre des postes 3 des ailiers qui sont plutôt lents. Et moi c'est le fit du coup défensif dans cet effectif à côté de Kyrie et de Luka qui me pose un peu problème. Parce que quand je regarde en gros le 5 de départ qui sera sûrement Luka, Kyrie, Clay, PG Washington et au choix Gafford ou Derek Lively, je me dis que Gafford et Lively ont intérêt à être très 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 bons pour ancrer une bonne défense. C'était le cas l'an dernier, mais voilà. Parce que je pense même que Najee Marshall a plus de centre en starter dans cet effectif. Parce que Doncic est un défenseur correct, mais surtout sur des joueurs plus lents, pas sur des guards très rapides. Et Kyrie et Clay ne savent pas tenir des guards très rapides. Euh, et offensivement, oui, voilà, c'est un shooter aujourd'hui. Donc, est-ce que on va trouver un shooter qui va profiter de l'immense gravité de Kyrie et de Luka pour tourner à 40% sur un gros volume, ce qui serait intéressant. Mais à côté de ça, est-ce que Clay va accepter et accepte d'être réduit à ce rôle de spot-up et de plus prendre ces 150 mid-range qu'il prenait par match? Donc je sais pas trop où il en est. Maintenant c'est sûr que être sorti du cocon Warriors, ça peut le secouer un peu. Parce que là, il arrive pas il arrive en terrain inconnu, donc il n'y a pas ses habitudes, il n'y a pas les passes droits du chef parce que monsieur a X bagouze au doigt. Tout ça, ça ne compte pas dans certains effectifs. Mais en fait, j'ai très peur pour le feed, j'ai très peur d'arriver à un joueur qui, contre certaines équipes, ne va être pas utilisable en fait parce que les points qu'il va apporter en attaque, il va les coûter en défense. Et les matchs où il va être à 1 sur 6 à 3 points, le mec, peut-être qu'il ne reverra plus le parquet parce que le joueur va le bench. Donc à ce tarif-là, et au rôle qu'il va avoir, je trouve que c'est un pari qui peut vraiment se retrouver risqué en fait au bout d'un moment, qui peut se Et retourner contre eux. c'est drôle que tu le vois comme titulaire. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais Pop, j'ai l'impression que comme moi, t'en veux plus un remplaçant qu'autre chose. Je pense que dans l'esprit, il serait bien en tant que remplaçant, mais je pense qu'il a signé pour être titulaire pour moi, en tout cas au début. En fait, j'ai du mal à m'imaginer que le joueur ait accepté de signer en sachant qu'il serait remplaçant. Ouais, mais ouais, à quel autre endroit il aurait pu être titulaire? En fait, où est-ce qu'il aurait pu trouver mieux comme contrat? Bah, Je suis pas sûr que ça a été mis sur la table qu'il soit mieux. titulaire. Moi, je pense que si, parce que mieux le contrat il l'avait, il était à Golden State et il l'a refusé en pleine saison. Donc, à mon avis, moi je pense que c'est une question de comment il. En tout cas, à ce moment-là, c'était une question de. Peut-être que Golden State lui a dit on te resigne pour un tarif qui était supérieur. J'ai plus le contrat en tête, mais c'était supérieur à ce qu'il a signé. Mais tu seras sur le banc, sixième ou je sais pas quoi. Parce que je vois pas pourquoi il a pas signé à Golden State dans ce cas-là. Justement, peut-être parce qu'il avait pas atterri de sa baisse de niveau et que quand la free agency fut venue, Klay Thompson se retrouva fort dépourvu et que les Warriors ont fait non, on n'a plus rien à te proposer, casse-toi, on te propose, je sais pas, une mid-level et que dans ces cas-là, ils pouvaient pas faire mieux qu'aller à Dallas. Et tu sais quoi, là, je viens de voir que. Ce que j'ai cherché, du coup, en juillet, il avait encore 2 ans, 40 millions sur la table. Et il a refusé. Euh, Donc, bon. Après, est-ce qu'il réfléchit pas comme dans notre ligue à nous, ouais, mais c'est 50 millions sur 3 ans, je crois. Ah, ben, moi, je pense que ce mec a toujours de l'ego. Et que, en fait, il voulait signer pour le contrat qu'a touché Draymond Green, c'est-à-dire autour de 100 millions sur 4 ans. Et je pense que la Free Agency, ça l'a calmé quand il a vu que personne lui a offert ça. Là, il n'a pas eu le choix. Mais 40 millions sur 2 ans, c'est déjà sympa, franchement, de la part de Golden State. Parce que moi, je mettrais pas 40 millions sur 2 ans pour un joueur qui commençait à avoir de moins en moins de sens dans cet effectif. Parce qu'à chaque fois qu'il était sur le banc, Golden State jouait mieux sans lui. Certes, mais bon, moi perso, je trouve aussi que les 100 millions sur Draymond, c'est trop. Mais Ouais, ouais, bien sûr. c'est mon avis. Bien sûr, mais je pense que. Moi, je pense qu'il n'a pas changé sa position sur sa valeur et sur ce qu'il apporte, quoi. Qu'il n'ait pas changé sur ce qu'il pense apporter, ouais. Mais je pense que par contre, il a un peu plus les pieds sur terre et que moi, je suis pas sûr. je vois pas faire les meufs faire un move aussi débile que se ramener un joueur qui serait toxique sur 3 ans. Bah, J'ose espérer que ça a été réfléchi. si tu lui as donné ses garanties, ce sera pas toxique.
C'est ça en fait le truc. Si il a demandé des garanties, que tu lui as dit qu'il les aura, ce sera pas toxique. Non, dans ces cas-là, ce serait débile. Ça Ah, n'engage que moi, ah mais ben ça c'est autre chose après, hein. Ça je dis pas, hein. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses, Pop, toi, vraiment de tout ça. Mais moi je suis vraiment pas sûr euh, que ce mec n'ait pas signé en ayant eu une garantie au moins d'un fort enjeu. Et si c'est pas pour moi d'être titulaire, je pense que l'ego est toujours présent. Je suis pas certain d'une garantie d'être titulaire. Du temps de jeu, bon, sans doute si. Parce que je pense que surtout, il a des garanties de responsabilité. Et c'est en ça c'est pour ça que quand on parlait de la signature intrinsèquement, elle ne me pose pas de soucis. Ce qui me pose des soucis, c'est que Thompson, avec des responsabilités offensives, sorti d'un rôle de shoot-up shooter en 2024. Ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Ouais. Surtout que en vrai, théoriquement, certes, Kyrie et Doncic shootent beaucoup, mais il y a toujours des shoots à prendre en fait dans cet effectif, puisque à côté de ça, en soi, le seul shooter un peu de volume à côté, c'est PJ Washington, et c'est pas non plus faramineux, hein. C'est un joueur à 10, 11, 12 tirs par match, grand maximum. Effectivement, peut-être qu'il aura des responsabilités parce que il faut un troisième joueur qui prenne 15 tirs par match et que ce sera clé quoi. Et là, moi aussi, je suis d'accord que là, ça me va pas non plus. Si je le vois faire ses petits dribbles et ses spot-up à deux et ses pull-up à 2 points, je pense que ça va vite je vais me, te me les faire briser. briller. Ça va vite me les briser parce qu'en fait, il est juste plus bon aujourd'hui dans ce domaine-là. Enfin, son avenir, c'est un spot-up shooter, c'est tout. C'est tout. C'est plus il sait plus drive dans son milieu. C'est à peine s'il le fait encore. À mid-range, il a toujours un certain toucher, mais il n'a plus la vivacité pour se donner un petit espace pour prendre ses shoots. Il bénéficie plus. C'est pas la même gravité de jouer avec Curry que de jouer avec Luka et Kyrie, hein, non plus, hein. C'est quand même encore autre chose. Il change de système, il n'y a plus le Draymond Green qui peut lui filer ses petites passes faciles pour justement ses shoots à 2 points. Et surtout, il défend plus. Donc en fait, sa valeur, c'est un shooter, quoi. Et s'il en fait plus que ça, il va retomber dans une valeur négative sur le parquet. Et ça, je le souhaite pas à Dallas, mais ça peut créer des problèmes aussi au bout d'un moment. Ça peut créer. L'avantage, c'est qu'il est bonifié au bout de 3 tirs primés, en gros. Oui. Et qu'en playoff, tu peux lui accorder un traitement à la Hardaway Junior, hein. S'il est bon, il reste sur le terrain. C'est des périodes courtes, 2 minutes. S'il est mauvais, s'il fait pas un tir, il sort. Et voilà, fini. Ben, Il joue 4 minutes. moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, j'espère qu'ils sont prêts à le voir râler. Parce qu'il est bloqué, il est 3 ans, hein. Il est là 3 ans. Après, s'il y a le titre au bout, Ouais, écoute, tant mieux. c'est Mais un peu le problème que je vois aussi. il y a des problèmes qui vont se poser l'intersaison prochaine. Maintenant, ils vont les gérer comme ils peuvent les gérer. Mais moi dans l'esprit en tout cas, si on est coach, moi je fonctionne de la même façon que toi. C'est-à-dire que ce mec-là, il commence à rater 5 tirs de suite. Bon, allez, c'est bon. Hop, sur le banc. Et moi je répète, mais Najee Marshall ou même Quentin Grimes, je les préfère 10 fois mieux, hein. C'est des bons joueurs de devoir, ça aussi, hein. Au bout d'un moment, il faut une option offensive en sortie de banc, quoi. Ouais. Et après, il compte peut-être, je sais pas à quel point quel rôle exact aura Dizoubi dans cet effectif. Mais s'il joue bien, je pense que c'est un peu le rôle qu'il va remplir aussi comme il l'a fait il y a quelques années et qu'il avait été très bon d'ailleurs à Dallas, un peu energizer, pas en sortie de banc, là il était titulaire, mais voilà, de rapporter un petit peu ce petit boost offensif. Maintenant, le Mm. niveau de Dizoubi l'année prochaine, je trouve que c'est un peu un point d'interrogation aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, les statuts qu'on a, c'est que c'est faible Pour dans les l'instant, ouais. derniers moments. Après, il a joué une équipe de Brooklyn qui était un peu dysfonctionnelle et il avait un rôle quasi inexistant aux Lakers, enfin en attaque en tout cas. Donc on va dire que je lui laisse le bénéfice du doute pour le débuter de la saison, mais ça peut se décider très vite et il peut très vite devenir un joueur anonyme. Et si Jaden Hardy ne prend pas un step supplémentaire lui en attaque, en fait les bases vont être bien emmerdées pour commencer la saison. Au bout d'un moment dans la saison, il faut être bien emmerdé. Sachant que Exum, qui avait fait une super saison l'an dernier, s'est déjà blessé, il s'est pété le poignet, je crois, il est absent plusieurs mois. Pour Donc, moi, ouais, donc ça te fait déjà une option en moins. Voilà, si je pense qu'on est un peu ok sur le sujet, donc je vous propose de passer au prono. J'ai pas c'est vrai que Doc, j'ai oublié de lui demander ses pronos s'il les avait sous la main, mais c'est pas grave, on fera ça. Réa, je te laisse commencer pour tes pronos de la division. les Mavs, alors de la division, hein. Donc la division, ce sera Mavs, Griz,
Pelicans, euh, Rockets, Spurs. Ouf. Pour être un peu plus précis, je vois les Mavs finir troisième à l'Ouest. C'est grosso modo à peu près comme l'an dernier, quoi. Je fais le choix de tabler sur Clay qui remplace statistiquement Hardaway Junior et qui fait pas trop de bruit. Les Grizzlies les vont en 6 parce que je pense que le retour de Ja et les retours globalement en Smart aussi, les autres retours donc, va les faire bien monter au classement, mais moins haut que d'habitude parce que comme je disais tout à l'heure, faut aussi intégrer Day, et ça je pense que ça va prendre du temps. Par contre, je pense que s'il est bien intégré, qu'il trouve un moyen d'intégrer, ce sera très bien pour l'avenir. Sinon, bah, les Pels en 8, je dis tout le mal que j'en pensais, mais c'est aussi quand même 4 bons joueurs, au minimum dans le 5. Donc voilà, ça fera le même genre de saison. Les Rockets sont 9. Pareil, je vois une progression, mais pas suffisante. Après, j'hésite avec les Pels. Hein, et les Spurs, ils vont progresser, mais ça suffira pas pour faire mieux que 13e. Donc ça leur fera probablement un pic correct à la draft. Derrière, à eux de voir comment ils enclencheront la vitesse supérieure. Ok, Pop. Moi, j'ai les Mavs, leader de division, deuxième de la conférence Ouest. En fait, tous ces rankings de conférence Ouest sont un peu vains, tant en fait, je regarde du deuxième au 12e, j'ai 7 wins d'écart, quoi. Bon, Ah voilà. oui. Les Mavs, deuxième de la conférence Ouest. Les Grizzlies, sixième, donc qui évite le play-in. Et ensuite, j'ai les Rockets et les Pels, à 44 victoires tous les deux. Les Rockets 10e et les Pels qui descendent du play-in 11e, qui font une saison hors play-off. Et les Spurs 14e. 14e qui font une progression en victoire intéressante. Je les ai mis je crois que c'est 28. En fait, à force de gribouiller, de changer, je suis pas certain qu'au final le nombre de wins soit correct. Au début, ça l'était. À force de faire -1 quelque part, -2, bon, normalement, j'essaie de faire correspondre ça correctement, mais j'en suis de moins en moins convaincu. Ouais, c'est En tout cas, compliqué. voilà. Les Mavs 49, deuxième. Les Grizzlies 47, sixième. Les Pels et les Rockets, respectivement 11 et 10 à 44. Et les Spurs à 28, quatorzième. Je pense que t'aimes trop les effectifs pour savoir mettre des beaux totals de victoires parce que deuxième et 49 victoires, je t'assure que c'est pas près d'arriver. L'an dernier, c'était pas loin de ça. De conférence? Ouais, Ah non, mais n'importe quoi. Mais non, c'est 53. mais non, mais il y a déjà OKC 57, Nuggets 57, Minnesota 56. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y avait le trio tête à 50 plus de 55, donc et il y avait les Ouais, bons. mais disons qu'il y avait toutes les victoires enfin, en gros, là, j'ai les Grizzlies qui font plus de 20, quoi. Et j'ai Ouais. aucune équipe qui down vraiment. Sur les plus 20, bon, bah. T'as une équipe qui va down, hein. Je pense qu'on en parlera la prochaine fois, mais il y a une équipe qui va prendre cher hein, quand même. Oh Il y a une oui, équipe qui t'a 51 victoires l'an dernier, je pense qu'elle va prendre cher, hein. aucune même selon Ah moi. ouais, moi, enfin, oui, j'ai un down, mais pas de ce. Voilà. Bon, enfin, voilà. Ouais, mais 2 victoires par-ci, une victoire par-là, 10 victoires Et, par-ci. et comme tu Et dis, voilà, on avait plein de poubelles, quoi. comme tu dis, Ah, les Spurs ne sont plus une poubelle. ouais, ouais, non mais ça, je suis d'accord, mais c'est toujours les surprises, hein, les saisons. Il y a toujours des équipes qui down plus qu'on ne le croit et tout, donc moins de 50, c'est quand même, c'est là que c'est là que c'est dur de faire des pronos, quoi. Quand on arrive là, c'est dur de faire des pronos. Ouais, bah ouais, j'ai 49, 49, 49, quoi, tu vois, en 2, 3, Ouais, 4. voilà, c'est ça. Bon, alors pour moi, j'ai Dallas deuxième de conférence aussi. Et c'est indépendamment de ma take sur Klay Thompson, je pense que c'est juste que Luka, bordel quoi, Luka, c'est trop fort et j'ai envie, j'y crois, c'est bon, c'est l'année du MVP, c'est bon, on va enfin lui donner, il va éclater la ligue, il va être MVP, ça y est, on y est. Euh, donc ensuite, j'ai Houston, deuxième de la division et septième de la conférence. Je pense que quand tu as autant de jeunes joueurs, de bons jeunes joueurs qui ne demandent qu'à progresser, en fait ça ne peut qu'aller vers le haut.
Et je suis plutôt confiant malgré tout sur la saison d'Houston. Je pense qu'il y a une grosse base défensive, que Ime Udoka fait un super taf. Donc voilà, il y a des limites en attaque comme on a dit, mais je pense que globalement on est quand même sur une très bonne équipe et je les vois bien taper le play-in. Ensuite j'ai les Pels 10e, donc la dernière équipe qui va toucher au play-in. Malgré le fait que ce soit un roster qui me paraît un peu dysfonctionnel et dont je ne saisis pas la logique avec le trade de Dejounte Murray, il y a quand même énormément de talent dans l'effectif. J'aime à croire qu'ils vont s'en sortir juste sur cette base. Et ensuite j'ai Memphis en 11, qui est donc ma première équipe qui va louper à minima le play-in. Et comme on disait, comme on voyait du côté de Pop, enfin, de 1 à 11, en gros c'est serré, même s'il y a des tiers quand même assez distinctifs. Mais voilà, le top 11 paraît clairement jouer tout le monde joue en fait une place en playoff, je pense, dans le top 11, et c'est après que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, du coup c'est Memphis que je mets sur le carreau, que je vois pas réaliser une très bonne saison. C'est un peu, peut-être un peu ma grosse cote quand même aussi par rapport à ce que certains ont pu prono avant. Mais voilà, je suis pas très confiant sur la saison des Grises. Et enfin, je l'espère en 14 parce que Wemby voilà, est tout simplement assez fort pour assurer un certain nombre de victoires. Euh, j'ai un petit peu peur pour le bilan de santé de Devin Vassell quand même. À voir comment sa blessure va évoluer dans le temps, mais c'est typiquement le genre de blessure où s'il y a un setback, ben, je suis pas surpris en fait. Donc voilà, mais bon, c'est une équipe qui va tanker, qui va pas jouer grand chose, qui va compter sur ses vétérans un peu pour progresser. Entre ça et le Jazz, je pense que c'est un peu kiff kiff, voilà. Et voilà pour les pronos, mais pour conclure, j'ai quand même mis la main sur les pronos de Doc. Et voilà, pour illustrer à quel point on est sur une division qui allait faire parler, qui allait diviser. Donc lui, il a les Mavs première division et troisième de conférence. C'est un peu le seul consensus de cette division, c'est voilà, on voit bien les Mavs être premiers. Ensuite, il a les Rockets cinquième de la conférence et donc deuxième de division, ce qui est quand même très haut. Vraiment très haut pour le coup. Ensuite, il a les Pels et les Grises qui se partagent un slot de play-in en 9 et 10, non 8 et 9 pardon. 3, 6, 8, 9, voilà. Les Pels en 8 et les Grises en 9, donc les deux dans le play-in. Et enfin, les Spurs en 13, qui seraient pour lui devant le Jazz et les Blazers. Et assez largement d'ailleurs, puisque Doc a les Spurs à 35 victoires, alors que il a le Jazz qui a 23 victoires. Donc voilà, la différence est assez énorme. Donc voilà, c'est tout pour la Sud-Ouest. On espère que cette preview vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour la dernière preview qui est la Pacifique. Ciao!